Bonjour, alors avant de présenter le nouveau bulletin, je tiens tout d'abord à souhaiter la bienvenue aux 10 000 nouveaux abonnés et je tiens une nouvelle fois à remercier l'ensemble des auditeurs. J'en profite pour rappeler qu'en aucun cas cette chaîne prétend détenir la vérité absolue sur les événements en Ukraine, et c'est plutôt un partage de recherche d'informations qui vous est proposé. Le but premier de cette chaîne est de suivre l'évolution de la ligne de front en se focalisant sur les événements militaires. Je vous encourage également à diversifier vos sources d'informations. Travaillant seul, je ne suis pas à l'abri de commettre des erreurs, des oublis ou d'être en retard. Toutes les sources des vidéos sont disponibles sous chacune de celles-ci dans la description pour que vous puissiez vérifier les informations par vous-même. Je ne suis pas un expert en analyse militaire, donc je ne me risquerai pas de prévoir les attaques futures de chacune des armées. Il est important de connaître et de respecter ses propres limites. C'est aussi grâce à vous et à vos critiques que cette chaîne a pu s'améliorer au fil des années, donc encore une fois, merci et bon visionnage. Donc en introduction de ce bulletin d'information au 16 août 2024, dans la nuit du 13 au 14 août, les forces ukrainiennes ont mené l'un des plus grands raids de drones sur 8 régions russes, et selon le ministère russe de la Défense, un total de 117 drones et 4 missiles ont été interceptés. Donc la principale cible était dans la région de Voronezh et plus précisément les aérodromes militaires situés dans la région, comme celui de Borysogelebsk, excuserez pour la prononciation. Dans la région de Nijni Novgorod, les drones ukrainiens ont également attaqué un aérodrome, celui de Savas-Leïka, donc dans le district de Koulebaki, où sont notamment basés les chasseurs MiG-31. Les Ukrainiens affirment en avoir détruit un, et je vous partage ici une vidéo donc de l'attaque de drones kamikazes ukrainiens, ainsi que des images satellites. Dans ces images satellites, on peut supposer qu'un avion a été endommagé, comme vous pouvez le voir ici, ainsi qu'un autre vraisemblablement détruit. Mais cela reste encore à confirmer avec de meilleurs visuels. Dans la région de Volgograd, des systèmes de défense aérienne ont été activés, mais notamment dans les régions d'Urpinsk et de Novony-Kolevski. Aucune preuve visuelle n'est encore apparue sur d'éventuelles destructions. Dans la région de Koursk aussi, il y a eu des attaques de drones. Les systèmes de défense aérienne et de guerre électronique russes ont neutralisé certains d'entre eux, et dans le même temps, les drones ukrainiens continuent d'attaquer les véhicules russes sur les différents axes, entravant à la fois l'évacuation, le ravitaillement et le redéploiement des troupes russes dans la région. Dans la région de Belgorod, une frappe de drone a également eu lieu dans la localité de Chebekino, et plusieurs autres drones ont été interceptés dans les régions de Bryansk, Orel et Rostov. Ces raids massifs, de plus en plus nombreux sur les régions russes, démontrent le volume élevé de production de drones ukrainiens. Récemment, nous avons appris la mort d'un pilote ukrainien aux commandes de son MiG-29. Cela s'est produit le 12 août, et au cours d'une mission, le capitaine Alexander Migoulia a trouvé la mort et les circonstances exactes ne sont pas encore connues. Direction le terrain, en commençant avec l'oblast de Koursk, où les Ukrainiens ont établi une administration militaire dans cette oblast, avec même des axes d'évacuation donc pour les civils, donc dans le but d'administrer cette région donc au niveau civil mais militaire également. Côté russe, un haut fonctionnaire a été nommé avec tous les pouvoirs afin de contenir l'offensive ukrainienne. Il s'agit d'Alexei Dioumin, un proche du président Poutine. Originaire de l'oblast même de Koursk, il a débuté sa carrière dans les plus hautes instances de sécurité, notamment celles liées à la protection du président. Au niveau militaire, il a le grade de colonel général, devenant chef des forces d'opération spéciales et commandant adjoint des forces terrestres. Après avoir gravi des échelons donc dans la structure de sécurité de l'État, il est entré dans la vie politique, accédant au poste d'adjoint du ministre de la Défense et de gouverneur de la région de Toula. Il a personnellement dirigé l'opération spéciale d'évacuation de l'ancien président ukrainien Yanukovych en 2014. Au cours de l'intervention militaire en Ukraine, son nom a toujours sonné comme un substitut potentiel à Shoigu, même si ce poste a finalement été accordé à Belouzov. Dioumin a été nommé secrétaire du Conseil d'État pour les questions liées notamment à l'approvisionnement de l'armée. Donc sur le terrain maintenant, donc ces dernières 48 heures, les Ukrainiens continuent d'avoir l'initiative. Ils ont réussi notamment à sécuriser plusieurs autres territoires sur l'oblast de Koursk.
Ici, il faut faire une différence entre zone contrôlée et zone grise. Les zones contrôlées, donc, que vous voyez ici en jaune ou en orange, donc orange, ce sont les derniers gains au profit des Ukrainiens. Ce sont des zones où il n'y a plus aucune unité russe présente. Maintenant, dans la zone grise, donc, que vous voyez ici, il y a donc des combats et les localités sont ici disputées. Les Ukrainiens continuent à lancer des raids, donc on peut avoir la présence d'unités ukrainiennes très loin de leur zone de contrôle, et cela ne veut pas dire que la zone est contrôlée, et donc sans présence d'unités russes. Donc maintenant que cette précision est faite, on va se diriger donc dans le secteur de Vnesnapnoe, qui est ici, qui est ce village qui est passé sous contrôle de l'armée ukrainienne donc le 14 août, tout comme le village de Obukovka, qui est ici, et les Ukrainiens ont continué donc leur attaque en direction du village de Korenovo, qui se situe ici, et qui est actuellement sous contrôle de l'armée russe. Donc dans ces attaques, plusieurs blindés ukrainiens ici ont été attaqués par des drones kamikazes russes dans la journée du 13 août. Leur infanterie a été bombardée donc il y a 2 jours maintenant, ici dans ce secteur. Donc comme vous pouvez le constater, il y a actuellement une poussée ukrainienne en direction du village de Korenovo. On se déplace maintenant un petit peu plus à l'est, ici. Un BTR-82 russe a été détruit dans la journée du 14 août dans les combats. On se situe ici au nord-est du village de Kramanioe. Un petit peu plus au nord ici, une nouvelle incursion donc des unités légères ukrainiennes, et notamment en direction du village de Safonovka, se trouve ici. Donc un convoi de véhicules blindés légers ukrainiens a été ici pris en embuscade dans la journée du 14 août. Donc il y a 2 confirmations donc de destruction, un Cougar et un Kozak, et d'autres blindés ont été détruits mais pas encore géolocalisés dans ce secteur. Comme vous pouvez le constater, les Ukrainiens continuent à lancer leurs raids sans contrôler les villages qui se trouvent sur leur chemin. Et d'ailleurs, un petit peu plus à l'est ici, c'est un Kozak qui a été détruit le 13 août, et ici un Striker a été endommagé par un Lancet. Vidéo est trop courte pour pouvoir confirmer la destruction du blindé. Donc comme vous pouvez le constater ici, les Ukrainiens vers le nord continuent de lancer leurs raids. Ensuite, un petit peu plus au sud-est ici, un BMP-1 ukrainien a été détruit sur la commune de Malaya Loknia, ici. On se déplace vers le sud, et plus précisément donc sur le secteur de Soudja, ici, où on note la présence d'une unité appartenant à la 116e brigade mécanisée ukrainienne. Il s'agit du groupe Korn. Donc la commune de Soudja est sous contrôle ukrainien. Et je vous partage ici, à l'est du village de Soudja, il y a un pont sur lequel les Ukrainiens ont procédé à un déminage manuel. Donc je vous propose ici une vidéo. Donc on voit les fantassins ukrainiens déminer le pont. Les Russes, dans leur retraite, ont miné le pont en simplement posant les mines sur le pont. Et cet événement a eu lieu il y a déjà 4 jours. À l'est de Soudja, donc les communes de Myrny et Mikhailovka restent dans la zone grise. Ici, les Ukrainiens ont continué à lancer leurs unités légères, notamment ici un BTR qui a été endommagé dans la journée du 15 août par un Lancet. Ensuite, nous avons un Kozak qui a été détruit. Sur le village de Mikhailovka, les Ukrainiens ont perdu 2 Cosaques dans la journée du 14 août, toujours détruits par des Lancets. Et un petit peu plus au nord, ici, on note une présence russe, notamment avec leur infanterie, et 2 BMP-3 russes ont été détruits dans la journée du 13 août. Donc, comme vous pouvez le constater ici, la ligne de front est très dynamique et les Ukrainiens insistent et envoient donc leurs unités légères en incursion afin de déstabiliser, de désorganiser le dispositif russe qui se met en place petit à petit. Un petit peu plus au sud ici, on note un léger gain de terrain en faveur des Ukrainiens ici, donc on est au sud du village de Borki, plus précisément sur le village de Spalnoe ici. Des rapports font état de combats actuellement sur le village de Kroupets ici. Et il y a 2 jours, ici, une position ukrainienne a été bombardée sur la commune de Kamyshnoe.
Donc secteur ici particulièrement, dynamique, rappelez-vous, c'est ici où une colonne de BTR-4 ukrainien avait été pris en embuscade. Sur la région de Koursk, nous avons une vidéo où l'on voit un Ka-52, donc détruit. Il a été abattu apparemment le 10 août, mais pas encore géolocalisé. Et par contre, en termes de vidéo et de géolocalisation, un HIMARS a été, détruit, donc on est au nord-est de Soumy. Soumy, c'est cette ville ici. Le HIMARS a été détruit, hier dans la journée par une frappe de missile Iskander. Donc voilà le rapport sur l'oblast de Koursk. Nous allons maintenant nous diriger sur Kharkov, où les Russes ont lancé plusieurs attaques blindées dans le secteur de Liboké. Donc Liboké, c'est ce village ici qui est en partie sous contrôle des Russes. À l'ouest de celui-ci, ils ont lancé une attaque ici au 13 août, donc engageant plusieurs blindés. Une autre attaque a eu lieu au sud-est du village de Louyancy, qui est sous contrôle des Russes. Et ici, cette attaque leur a permis d'étendre la zone grise, comme vous pouvez le constater ici, au détriment de la zone contrôlée par les Ukrainiens. Et dans cette attaque, nous avons une géolocalisation ici d'un BMP-2 russe détruit dans les combats dans la journée du 14 août. Et la veille de cette attaque, les Russes ont positionné donc des blindés à proximité de la ligne de front. Et dans cette opération, ils ont perdu plusieurs blindés, comme un char, ici plus précisément un T-80, qui a été détruit donc, le 13 août, la veille de l'attaque, et un BMP, ici, a été détruit le même jour, et un petit peu plus au sud, ici, un autre char a été détruit. Ici. Donc je vous mets les liens qui sont ici, que vous retrouverez sous la description pour que vous puissiez vérifier par vous-même. Donc suite à ces attaques, la seule modification se situe ici, avec une extension de la zone grise, au détriment de la zone contrôlée par les Ukrainiens. À l'est, pas d'informations ni d'évolution dans le secteur de Vovchansk. Nous allons directement sur le front de Louhansk, ou à l'ouest de Kislivka. Kislivka, c'est ce village qui est sous contrôle des Russes. Ici, c'est un T-64, donc ukrainien, qui a été détruit dans la journée du 12 août par un obus Krasnopol. On continue sur le long de la ligne de front. Au nord du village de Pichanier, les Russes ont sécurisé une nouvelle partie du terrain. Donc ici, je m'excuse. Il y a actuellement un bug sur Google Maps. Je ne peux plus changer la couleur. J'espère que c'est temporaire, mais normalement ici, ce secteur est violet. Au sud du village de Pichanier, ici, un autre T-64 a été détruit dans la journée donc, du 14 août par un Lancet. Et la même journée, un petit peu plus au sud, un char Léopard ici qui a été détruit donc le même jour. Pas d'autres informations donc sur le front de Louhansk ni sur Siversk. On va se rendre sur le front de Chassifiar. Il n'y a pas eu d'évolution ni de nouvelles tentatives de franchissement du canal par les Russes ces dernières 48 heures. Par contre, dans le secteur de Klishivka, ici, au nord, au 11 août, ici, un char russe a été détruit par un drone kamikaze ukrainien. Et il y a actuellement aussi des combats toujours pour la côte 215 qui se situe au nord-ouest de Klishivka et qui, comme vous pouvez le constater, est particulièrement fortifiée. Donc on voit beaucoup de réseaux de tranchées ici, ainsi que des casemates. Nous avons une image avec un drapeau russe. Le drapeau n'a pas été géolocalisé et nous ne voyons pas non plus de fantassins à proximité. Donc dans ces cas-là, on ne fait pas de modification sur la carte. Puisque rappelez-vous, les deux armées utilisent souvent des drones pour planter un drapeau et puis s'en aller. Il faut donc que sur le visuel ou sur la vidéo, il y ait des fantassins avec le drapeau pour pouvoir modifier la carte. On continue, nous allons maintenant sur le front de Toretsk, ici. Il n'y a pas eu d'évolution donc ces dernières 48 heures sur la ville même de Toretsk, où pour rappel, les combats pour la ville ont débuté, et notamment sur le secteur est de la ville, ici exactement. Par contre, sur New York, les Russes ont progressé ces dernières 48 heures, comme vous pouvez ici le constater, sur le village même de New York. Ils se sont rendus maîtres du centre du bourg, et également sur l'ouest, ici. Donc on constate sur la localité de New York une évolution donc rapide des Russes ces dernières 48 heures. Notre secteur ici a été sécurisé donc par ces derniers, donc à l'est du village de Oleksandropil. Direction le front de Donetsk, où les Russes continuent leur progression en direction de Pokrovsk, donc qui est cette ville qui est un nœud logistique pour l'armée ukrainienne dans le Donbass. Les Russes ici ont sécurisé plus de 20 km² de terrain dans ce secteur. Les villages de Lichny et de Ivanivka sont passés sous leur contrôle.
Les combats pour, la ville de Rodivka ont également débuté, ici donc notamment au sud-est, les Russes ayant sécurisé donc les abords de la ville pour lancer de nouvelles attaques. Ici, leur infanterie a été bombardée dans la journée du 15 août. Progression également un petit peu plus au sud, ici, le village de Zouravka est passé sous leur contrôle dans la journée d'hier. À proximité du village de Serivka, ici, 2 BTR russes ont été détruits, donc ici, dans la journée du 14 août, notamment par des drones kamikazes ukrainiens. Le village de Zelanie est également passé sous le contrôle des Russes. Leur infanterie ici, dans le village, a été attaquée par des drones kamikazes ukrainiens. Un BTR-82 a réussi également une percée en direction du village de Mykolaïvka, donc percée qu'il a réalisée avant d'être endommagé et abandonné dans le village même, dans la journée d'hier. Donc le village de Mykolaïvka est actuellement disputé. Et alors on prend une mesure, et les forces russes sont maintenant à peu près 12 km de Pokrovsk. On continue sur la ligne de front, pas d'autres informations donc dans ce secteur. Sur Eorivka, ici, les Russes ont lancé une nouvelle attaque qui n'a pas eu d'influence sur la ligne de front. Attaque qui a eu lieu dans la journée d'hier. Un BTR-82 y a été détruit. Un autre la veille ici, le 14 août. Et un petit peu plus à l'est ici, dans la journée du 15 août, un autre BTR-82 a été détruit. Lorsque l'une des deux armées lance des attaques, leurs blindés sont généralement détruits par l'artillerie, les drones kamikazes et les mines de l'adversaire. Direction à présent Donetsk sud, et puis ici il y a eu une attaque de plusieurs blindés russes dans la journée du 13 août, toujours en direction de cet axe ici, axe qui passe donc entre Vuhledar et Konstantinivka et qui constitue le principal axe d'approvisionnement pour la garnison de Vuhledar. Donc cet axe constitue une priorité pour l'armée russe, afin d'isoler les défenseurs de Vuhledar. Donc cette attaque qui a eu lieu donc ici à travers champs, avec aucun moyen pour se camoufler. Ici un BMP russe a été détruit dans la journée donc, du 13 août. Et un petit peu plus à l'est ici, c'est un BMP2 russe qui a été détruit. Direction le front de Zaporizhia, il n'y a eu aucune évolution sur la ligne de front. À noter qu'au sud de la localité de Marfopil, c'est ce bourg ici qui est sur la ligne de front, un Tulpan ici a été détruit par plusieurs drones kamikazes dans la journée du 11 août. Ensuite, direction la centrale nucléaire de Zaporizhia. Donc je remercie tous les auditeurs pour leurs messages, puisque j'ai fait une confusion ici entre un réacteur et le système de refroidissement de la centrale nucléaire. Comme vous pouvez le constater ici, se trouve ici exactement. Donc l'incendie que je vous montrais sur la précédente vidéo a eu lieu ici exactement. Donc on voit bien ici les deux tours, donc, qui servent au refroidissement de la centrale nucléaire. Je vous joins également en description de la vidéo le rapport de l'AIEA qui apparemment n'établit pas de responsabilité sur les causes de cet incident, donc qui est assez curieux. Donc je vous le partage, comme ça vous pouvez vous faire votre propre avis. Pas d'informations dans la région de Kherson, ni en Crimée. Donc en résumé, au 16 août 2024, les Ukrainiens contrôleraient maintenant plus de 600 km² de territoire russe dans l'oblast de Koursk. Un grand nombre de soldats russes a été fait prisonnier, donc plusieurs centaines. Donc je vous joins également toutes les vidéos en description. Côté ukrainien, ils perdent actuellement un nombre élevé de blindés dans l'oblast de Koursk. Et une fois de plus, on constate que l'armée qui attaque enregistre davantage de pertes que l'armée qui défend. Et cette incursion donc dans l'oblast de Koursk ne semble pas freiner l'avancée de l'armée russe dans le Donbass, qui n'est plus qu'à 12 km de la ville logistique de Pokrovsk. Ensuite, je vous partage une étude de Suryak Map. Donc après 900 jours de combat en Ukraine, l'armée russe contrôle 85 226 km² du territoire ukrainien, donc ce qui correspond à 14,12%. Et si on y ajoute la Crimée, on arrive à 18,63%. Concernant l'oblast de Donetsk, on est à 16 182 km², qui correspond à 61,02% de l'oblast. Et concernant Louhansk, nous sommes à 26 328 km², qui correspond à 98,67% de la région.
Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie une nouvelle fois, encore bienvenue aux nouveaux auditeurs. Je vous souhaite un excellent week-end, portez-vous bien et à très bientôt.